Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Donc on démarre ce webinaire Arcopol Pro DPA, donc sur une durée à peu près de 45 minutes de présentation de ce produit. Donc merci à tous d'être présents. C'est en cette période qui est pas évidente. Donc on est tous confinés en télétravail ou pour certains au bureau avec toutes les contraintes qui sont liées à ça. Donc merci d'avoir rejoint ce webinaire. Aujourd'hui, on va présenter un module qui est assez récent dans notre gamme, mais pour autant pour lequel on a une expérience assez lointaine du métier, même plutôt assez ancienne plutôt du métier, puisqu'on a démarré en 2007 dans le domaine de la gestion du domaine public. Et on a décidé il y a 18 mois de refondre notre application totalement, voilà, pour qu'elle soit, je dirais, plus proche de vos besoins et qu'elle réponde encore plus à tout ce que vous avez pu exprimer pendant la période où on a travaillé avec vous dessus. Arcopol Pro DPA pour domaine public et autorisation. Donc on va parler aujourd'hui de gestion du domaine public, donc d'arrêté de circulation, de permission de voirie, d'accords techniques, donc principalement tous les actes qui réglementent votre voirie. One Spatial, en quelques chiffres, c'est 305 employés, c'est dans 7 pays pour 30 millions d'euros et 1 millier de clients. Voilà, donc aujourd'hui, clairement, on a 4 valeurs clés de ce point de vue-là et on participe aussi à des projets caritatifs. One Spatial, c'est également des partenaires technologiques, bien sûr, avec Esri, FME, Carl ou Oracle. Voilà. Le système d'information voirie, petite slide pour replacer, je dirais, le contexte du jour, la gestion du domaine public au sein de notre système d'information voirie. Depuis maintenant 30 ans, One Spatial Geomap Imagis travaille sur la mise en œuvre de systèmes d'information voirie, d'abord appelé système d'information routier. Maintenant, on préfère la dénomination de voirie, puisque les voiries sont diverses et variées. On gère des voiries départementales, des voiries communales, des voiries bien sûr métropolitaines. Et donc du coup, cette notion de voirie pour moi est plus large et recoupe plus de types de voiries que les routes qui étaient voilà sur lesquelles on a travaillé pendant des années et sur lesquelles on continue de travailler. Avec d'un côté une banque de données voirie et maintenant une banque de données d'exploitation qui est mature depuis près de 8 ans qu'on travaille dessus. Et on va retrouver donc dans cette banque de données voirie, bien sûr, le cœur de ce système d'information voirie, à savoir la gestion du patrimoine et la gestion du référentiel qui est associé. Et puis on va trouver autour tout un écosystème d'applications pour gérer aussi bien l'accidentologie que la programmation, que la gestion des ouvrages d'art ou du domaine public. Voilà, donc un ensemble d'applications qui vont, je dirais, se nourrir de ce référentiel, mais également nourrir le patrimoine de voirie avec des objets, des rubriques, des données complémentaires sur différentes thématiques qui concernent la voirie. L'exploitation, c'est plus la partie mobile. Aujourd'hui, la mobilité, elle nous accompagne au quotidien, hein, dans tous nos faits et gestes, et encore plus aujourd'hui, dans ces périodes, et notamment la mobilité à travers de la surveillance active, du suivi de véhicules, du patrouillage, du fauchage. Voilà, donc tous ces éléments-là qui vont permettre d'aller chercher la donnée au plus près du terrain. La banque de données voirie et cette banque de données d'exploitation ont pour but d'accompagner aussi bien les décideurs que les utilisateurs, qu'ils soient depuis leur site central, depuis des territoires, depuis le terrain, et aussi informer, retranscrire l'information de manière la plus juste et éventuellement la plus réactive possible vers le grand public à travers notamment des inforoutes. Donc aujourd'hui, la gestion du domaine public, qui est une des composantes de la banque de données voirie, un des modules complémentaires, donc Arcopol Pro DPA. Le produit gère l'instruction et la rédaction des actes qui sont liés à des demandes d'autorisation de voirie, de permission de voirie ou des arrêtés de circulation, notamment à travers un workflow de traitement des demandes et du suivi de traitement des dossiers. Donc ça, c'est un besoin qui a émergé, hein, qui n'existait pas au démarrage de
quand on a démarré en 2007 sur ce produit-là, il n'y avait pas encore, du point de vue des collectivités avec lesquelles on travaillait, de démarches, je dirais, de plateformes d'échange, de mise en place d'outils et de systèmes de dématérialisation, notamment d'un certain nombre de procédures. Voilà. Maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus matures et on s'est inscrit dans cette évolution-là en proposant un outil de suivi des demandes et de saisie, de gestion et de suivi des dossiers, voilà, par les demandeurs. Bien sûr, c'est aussi une construction intuitive et une centralisation des actes. Construction intuitive, puisqu'il faut qu'en fait, on permette aux instructeurs de leur avancer le plus possible le travail. C'est-à-dire qu'en gros, le système va déterminer quels sont les articles et règlements qui sont nécessaires selon chaque type de demande. Et une centralisation des actes, puisque l'ensemble des demandes et l'ensemble des actes qui vont être instruits seront centralisés dans une même base de données, accessible éventuellement par toute personne qui sera autorisée. Une automatisation de la gestion des avis en fonction de la localisation. La localisation, elle est importante dans l'application. Elle permet notamment de relever un certain nombre d'éléments qui sont liés à cette localisation, comme éventuellement est-ce que la collectivité est bien concernée, c'est-à-dire est-ce que c'est bien son réseau de voirie à elle. Ensuite, quelles sont éventuellement les contraintes qui sont liées à ce réseau de voirie, quelles sont les communes qui sont associées, est-ce qu'on est éventuellement dans de la route à grande circulation. Donc autant d'éléments qui sont liés à la localisation et qui vont en même temps impacter l'acte et notamment la saisie et l'instruction de l'acte. Bien sûr, ensuite, ces données qui sont entrées, qui sont centralisées concernant ces demandes et concernant les actes pris, on va pouvoir requêter dessus, on va pouvoir rechercher, on va pouvoir filtrer, notamment pour pouvoir, je dirais, exploiter ces données-là. La gestion des redevances et des cumuls annuels, tout simplement parce qu'une partie de ces actes-là sont soumis à redevances et qu'il est important notamment de pouvoir associer des redevances, des calculs de redevances et des calculs qui tiennent compte de certains paramètres, puisqu'il y a toute une typologie de redevances qui est à mettre en place. Une gestion de la signature électronique, c'est une gestion qui sera à venir. On va travailler dessus sur la deuxième partie de l'année. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, on a dématérialisé la demande, on gère l'instruction, on gère tout le workflow qui est lié à l'instruction. Dans une deuxième étape, on va aller vers de la gestion de signature électronique, non pas en créant notre propre outil de signature électronique, mais plutôt en nous appuyant sur les signatures et sur les outils de signature électronique mis en œuvre dans les collectivités. Ça, c'est vraiment notre objectif à nous. C'est pas de recréer un énième logiciel de gestion de signature électronique, mais bien de s'implémenter dans vos architectures, dans vos organisations. Puisqu'on a géré un certain nombre d'actes, je dirais, de type arrêté de circulation permanent, temporaire, permission de voirie, l'idée était également de pouvoir permettre la gestion d'autres types de documents et de conventions. Voilà, donc du coup, on étend un petit peu l'usage du produit à des éléments souvent qui accompagnent ces actes-là ou qui y ressemblent fortement. Le produit est proposé à travers une application web. Un module complémentaire permet d'externaliser la saisie des demandes grand public. Et on parle bien là de module complémentaire, donc il restera, je dirais, au choix des collectivités de mettre en place ou pas cette logique de dématérialisation des demandes. C'est absolument pas obligatoire, mais en tout cas, l'application est conçue pour le permettre dès le départ, sous forme de la mise en place de ce module complémentaire. Voilà, on va passer assez rapidement en mode présentation. Euh, donc, je vais simplement changer d'écran. Voilà. Alors, normalement, je l'espère en tout cas, vous devez voir mon écran qui est lié à Arcopol Pro DPA. Donc, j'ai trois onglets qui sont ouverts et je vous expliquerai. En fait, il y a trois parties dans cette application. Une partie qui concerne les demandeurs, avec notamment le suivi des demandes et toute la partie qui est propre aux demandeurs. Donc on va
Voilà, le redémarrer ici connecté. Une partie qui est liée à l'instruction et une partie qui est liée à l'administration. Donc on va passer dans chacune des parties pendant une petite vingtaine de minutes. Donc vraiment on est dans la logique aujourd'hui d'une présentation rapide de l'application. Pour des présentations plus complètes, on aura l'occasion éventuellement de recommuniquer ou de rediscuter ensemble a posteriori. Dans l'application, pour la demande, il y a deux manières d'y accéder. On peut soit y accéder par un compte qui a déjà été créé, soit y accéder en faisant une demande directe. Voilà, donc c'est les deux items qui sont possibles. L'interface ici est volontairement dépouillée puisqu'il a vocation, ces deux boutons ont plutôt vocation à être intégrés dans vos sites web. Très clairement. On n'a pas pour vocation à imposer une page et un formalisme de page, mais simplement offrir deux fonctions à vos sites existants plutôt de téléservices, notamment sur la gestion du domaine public, permettre à des gens qui arriveraient sur votre site soit de saisir une demande en direct, dans ces cas-là, il n'y aura pas de création de compte, ils s'identifieront, ils laisseront leurs coordonnées et ils auront dans ces cas-là des informations qui arriveront sous forme de SMS ou sous forme de mail. Soit la deuxième possibilité, notamment pour les utilisateurs qui sont des utilisateurs plus réguliers de l'application et qui vont dans l'année poser plusieurs demandes, eux vont pouvoir créer un compte. Donc cette création de compte, elle passe notamment par un certain nombre d'éléments qui vont renseigner. Voilà, donc ici, et tous ces éléments-là leur permettra, lorsqu'ils se connecteront avec leur login mot de passe, d'éviter de ressaisir, par exemple, dans la partie demandeur, toutes les informations qui sont liées à leur compte. Quand on a un compte de créé, qu'on est donc un utilisateur, on dira régulier, lorsqu'on a un compte qui est créé, on a une interface qui est mise à disposition par la collectivité. Donc ce qu'il faut retenir de cette interface, c'est que c'est la partie, je dirais, menu et tableau que l'on force et que l'on impose. La partie bandeau, bien sûr, sera remplacée par un bandeau de la collectivité pour être à la charte graphique et s'intégrer au mieux dans vos sites internet. On a d'abord, côté demandeur, la possibilité de suivre nos différentes demandes. Donc on les voit ici, elles sont organisées avec leur numéro, la nature de la demande, l'état et les dates de réception. Alors on voit qu'on peut également trier, voilà, si on veut voir apparaître la demande la plus récente en premier, on a la possibilité de trier. On a ensuite un outil qui permet de saisir une demande, un outil qui va permettre de gérer le compte, et éventuellement un fichier d'aide qui sera mis à disposition par la collectivité, et un outil simplement pour je dirais, se déconnecter. La partie suivie va nous permettre de voir pour chacune des demandes que l'on a faites, son numéro qui a été mis en place, qui a été affecté, le numéro de notre demande, et on voit ici les états de la demande, et notamment ces différentes étapes. Voilà, donc on peut aussi trier sur ces fameuses étapes, celles qui sont clôturées, celles qui sont en cours d'instruction, pour lesquelles on a des demandes de complément. Et on peut rentrer dans chacune de nos demandes, et notamment lorsqu'on a une demande de complément, pouvoir visualiser éventuellement le complément qui est demandé. On peut revoir ce que l'on a renseigné, éventuellement jusqu'aux documents qui ont été mis à disposition. Voilà. Donc on a comme ça une synthèse de notre demande qui est disponible. Si je reviens sur notre suivi de demande, on a également la possibilité de saisir une demande. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser notamment lorsqu'on va avoir une nouvelle demande qui va être à faire et on va tout de suite en générer une nouvelle. On va saisir une demande. D'abord, notre demande va nécessiter de se localiser. Donc là, on s'est assez fortement inspiré du guichet unique sur cette logique-là. C'est une logique aujourd'hui qui est une logique de saisie simple, forcément, puisqu'on va avoir des profils d'utilisateurs qui ne sont pas des géomaticiens ou des habitués d'outils carto. Mais le minimum d'outils, notamment, c'est de pouvoir saisir une emprise. Hein. Finalement, c'est les mêmes utilisateurs qu'on va retrouver pour le guichet unique, donc on a eu la même démarche. Ils vont déjà pouvoir se prélocaliser éventuellement sur une adresse, donc une adresse postale, sur un lieu dit, donc ils vont pouvoir se localiser en l'occurrence, et ensuite, en fonction de la localisation, venir ici, pouvoir saisir une zone, une emprise, et valider cette emprise.
Donc on fonctionne vraiment par un système d'emprise. Ce système d'emprise va renvoyer une adresse. Quand on parle d'une localisation ou d'une adresse, bien sûr, selon qu'on est dans un contexte de gestion de voirie départementale ou de gestion de voirie métropolitaine, communale ou intercommunale, cette localisation, elle diffère. Dans le cas d'un département, on va avoir une localisation plutôt typée en PR plus abscisse, puisque c'est la logique et la gestion d'un référentiel départemental. Lorsqu'on va être en voirie communale ou métropolitaine, on va avoir ici une localisation en adresse postale qui va reprendre une ou plusieurs adresses d'ailleurs et potentiellement un ou plusieurs numéros, puisque forcément notre localisation, elle peut être sur une zone assez large et donc on peut être du 2 rue Aristide Briand du 2 rue Aristide Briand au 12 rue Aristide Briand. Et potentiellement, pourquoi pas aussi avenue du Général de Gaulle du 3 au 5. Voilà. Donc on a comme ça une liste d'adresses qui va être soit une seule adresse s'il n'y a qu'une seule voie rencontrée, soit plusieurs adresses. On peut ajouter également des localisations par formulaire. Et dans ces cas, c'est la même chose. Les formulaires vont être assez adaptés. Lorsqu'on est en voirie départementale, on va avoir un formulaire de type localisation de voirie départementale. Lorsqu'on va être en voirie communale, on aura un formulaire qui sera typé commune, voie, numéro dans la voie. Donc on aura ces éléments-là qui diffèrent légèrement. On va passer rapidement. Ensuite, on va définir, une fois qu'on a nos localisations, qu'est-ce que l'on va réaliser. En l'occurrence, on va aujourd'hui, pour la démonstration, entreprendre des travaux. On va fixer une date de démarrage et une date de fin. Donc, on va dire du 1er mai, voilà, ici, au, au 12 ou 11 mai. On va progresser comme ça. Donc vraiment, cette logique côté demandeur, c'est d'avoir l'équivalent des CERFA, des différents CERFA qui sont aujourd'hui à remplir, sous la forme d'une succession d'écrans. Et surtout ces écrans-là s'adaptent, puisqu'en fonction bien sûr de la nature des travaux qui va être choisi, on va avoir du coup, vous voyez, une adaptation de l'interface pour que la personne, très clairement, ne saisisse que ce qui est lié à sa demande. Voilà. Donc ici, on va faire de la création, et puis on va glissière, bois, glissière bois, éventuellement donc un libellé de l'ouvrage, un libellé des travaux. Voilà. On a une emprise sur le sol, et c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va saisir, côté demandeur, qui vont impacter, qui vont construire l'acte ou les actes qui sont associés à ces demandes, et on le verra après. Voilà, donc on va dire que notamment on va réaliser sous la hop, longitudinale et sur une largeur d'1 mètre. On va continuer. Ici, on voit que les informations liées au demandeur ont été reprises, donc on évite la ressaisie. Potentiellement, le demandeur n'est pas le bénéficiaire de l'acte, donc ces cas-là, il est possible de saisir les informations liées au bénéficiaire, que ce soit un bénéficiaire particulier ou une collectivité, hein, puisque bien sûr le demandeur peut être une entreprise qui intervient pour le compte de la collectivité. Donc on a la possibilité de suivre du coup le bénéficiaire. Ici, on va nous demander si ça nécessite d'interrompre ou de modifier la circulation, puisque ça va avoir des impacts, notamment au niveau des articles, des prescriptions et règlements qui sont associés. La date, notamment. Euh, alors, date de fin de la réglementation. Donc on fixe une date de début, une date de fin. Est-ce qu'il y a des restrictions? Oui, non. Quels sont les sens de circulation qui sont concernés? Donc ici, on a une typologie de ce type-là sur des adresses plus, je dirais, en agglomération. On sera dans le sens des adresses croissantes ou dans le sens des adresses décroissantes. Tout simplement, voilà, la différence, elle va se faire là. Est-ce qu'on a une circulation alternée? Oui ou non? Par feu tricolore, en l'occurrence. Si on avait une BAU, on n'en a pas. Est-ce qu'on a un empiètement sur chaussée? Oui. Il est de 2 mètres. Bon, plutôt, on maintient 5 mètres et la suppression de voie, non. Voilà. On va progresser. Pas d'interdiction de circuler, par contre, des interdictions de stationner
bien sûr, des interdictions de dépasser, une vitesse dans la zone qui va être limitée à 30 et une vitesse en approche de la zone qui va être de 50. Sur la partie déviation, pour le moment, on est sur une partie textuelle, c'est-à-dire qu'on est sur une description de la déviation, une évolution du produit, et notamment parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en œuvre dans le produit précédent, va être de permettre de générer des itinéraires de déviation et de pouvoir récupérer une partie de ces itinéraires de déviation, voilà, sous forme textuelle au moins, et et aussi sous forme de carte. Ici, on va définir quels sont les éléments qu'on va souhaiter ajouter comme document pour justifier notre demande. Et on va ensuite pouvoir finaliser notre demande. Voilà. Hop, valider. On a un petit texte qui peut notamment rappeler un certain nombre de choses. Et on voit arriver ici notre demande. Elle a hop, un statut affecté. On en a une qui est en cours d'instruction et on a celle qu'on vient de faire, en fait, qui a ce statut-là, qui est un statut affecté. Alors, justement, on va passer maintenant côté instruction et on va voir que si on met à jour, on arrive, voilà, notre demande qui vient de se faire est déjà là. Donc vous voyez qu'en termes de temps, entre la génération de la demande par le demandeur et la disponibilité dans l'application pour les instructeurs, c'est quasi immédiat. Voilà. Donc c'est-à-dire que en gros, on gagne aussi un temps de ce point de vue-là, et on gagne surtout, vous avez compris, avec cette dématérialisation de la demande, on gagne un temps dans la saisie ou la non-ressaisie plutôt des informations par les instructeurs sur les informations liées à la demande. Tout est déjà pré-rempli. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. On a un statut affecté, c'est-à-dire qu'en fait, on peut fonctionner dans le système soit par des affectations automatiques, soit par des affectations manuelles. On verra la manuelle plus tard. Là, on a déjà une affectation automatique qui a été faite puisque c'est le service de Bourg-Sancerre qui hérite de cette demande-là. Alors, comment est-ce qu'on a fait cette affectation? C'est simplement sur la base de sa localisation. Voilà. Donc la localisation sert également, pour certaines collectivités qui le souhaitent, à permettre une affectation automatique et dans la pile des demandes à traiter, on ne verra que celles qui nous sont affectées. Donc ça, c'est un gros avantage. Également, il y a un dispatching qui est fait directement des demandes. Des demandes. Potentiellement, on peut aussi faire en sorte que les affectations se fassent manuellement, puisque certaines collectivités mettent en place une centralisation des demandes, l'arrivée des demandes, et une personne qui va les traiter, qui va les vérifier, et qui ensuite va affecter pour leur instruction. Voilà. Donc c'est des modes de fonctionnement qu'on peut avoir. Voilà. On peut aussi modifier l'affectation tout simplement parce que potentiellement, même si elle a été affectée à un service, on peut avoir une localisation qui couvre en fait des territoires différents. Et dans ces cas-là, peut-être que en fait, c'est bien à l'autre territoire de le gérer. Donc, il y a au niveau du profil d'administration la possibilité de modifier l'affectation. Voilà. On voit que le système a déterminé qu'il y avait deux actes à prendre au regard de la demande qui a été faite, un arrêté temporaire et une permission de voirie. On récupère les informations de localisation. On voit que ces informations se sont enrichies avec notamment les informations liées à la commune, mais liées également à la catégorie de la voie et notamment est-ce qu'on est en agglo ou hors agglo. Donc pour les collectivités et pour les départements, ça a une importance, notamment pour la gestion des avis et la gestion même des actes qui sont pris. Voilà. On va lancer l'instruction. Voilà. Et on va pouvoir visualiser ou modifier les informations du demandeur. Alors notamment pour vérifier ce qu'il a saisi. Donc on retrouve la localisation. Alors on a ici une présentation qui diffère légèrement. Je vais tout replier pour vous présenter ça. C'est qu'on va retrouver en fait les différents onglets que le demandeur a passés, mais cette fois-ci pour plus de facilité côté instruction, sous une forme d'une seule fenêtre et avec en fait des onglets qu'on plie, qu'on déplie. Voilà. Donc ça c'est le côté pratique. Donc on peut tout étendre et on peut comme ça avoir en une visualisation l'ensemble des informations qui ont été saisies, et éventuellement soit compléter, soit interroger le demandeur par rapport à certaines des informations. Voilà. Donc si entre guillemets tout est bon, on peut retourner dedans. On peut faire des demandes d'informations complémentaires au demandeur.
Et on va donc par exemple on va lui dire qu'il manque la photo. Oups, désolé. Manque photo. Voilà, on valide. Et automatiquement, côté demandeur, il va recevoir un SMS, un mail. Ça, c'est surtout intéressant pour ceux qui n'ont pas d'espace, voilà, et puis surtout aussi pour la réactivité. Mais également, ici, si je fais juste un petit rafraîchissement, voilà, et que je retrie ici, on voit qu'il y a sur ma demande du 204, donc la 022, un complément qui est demandé. Et on retrouve ce complément, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir notamment répondre à la demande, et le motif c'était manque de la photo. Ici, on va rapidement y répondre, ajouter le document manquant, lui dire quel type de document c'est, notamment bah voilà, c'est non, une photo, parcourir pour aller chercher ma photo, et répondre à mon complément. Voilà. Côté instructeur, on sait que le complément a été demandé, le complément a été soumis. On va pouvoir valider ce complément, donc de ce côté-là, on voit arriver la photo, on peut l'afficher bien sûr, et on va pouvoir, si la photo est correcte, ou si les documents complémentaires demandés sont corrects, on va pouvoir les valider. Voilà. À partir du moment où on a validé cet élément-là, on va pouvoir aussi, maintenant qu'on a l'ensemble des éléments liés à la demande qui sont corrects, pouvoir lancer l'instruction des arrêtés, enfin des actes. On va, pour la présentation aujourd'hui, se concentrer sur l'arrêté temporaire. Là, ici, on arrive à une étape où l'arrêté ou la permission ne sont pas affectés automatiquement. Il y a une affectation manuelle. Donc c'est pour illustrer cette logique d'affectation automatique ou d'affectation manuelle. Je vais pouvoir maintenant définir qui, au sein de mon organisation, va travailler sur cet acte-là. Voilà, par exemple, en décidant que ce soit le plateau technique ou le central ou un centre d'exploitation. Voilà. Donc c'est pour vous, ça pourrait être aussi dans le contexte des agglomérations d'intercommunalité des EPCI, on peut aussi avoir une application qui va travailler avec les communes et l'agglomération et le PCI. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes qui arrivent et selon le type d'acte qui soit traité par un service ou une des collectivités et un autre acte par l'autre. Et donc ça c'est intéressant parce que le pouvoir de police restant la plupart du temps dans les collectivités, on va pouvoir faire en sorte de distinguer les actes qui sont gérés par les communes de ceux qui sont gérés par l'agglo. Voilà. Donc ça c'est un point important, et tout en ayant une seule application et une seule base de données, une seule centralisation. On va valider. Maintenant, il a été correctement, je dirais, affecté, ce qui veut dire qu'il apparaîtra dans la pile de travail de la personne à qui il a été affecté. Donc on a vraiment cette logique-là de filtre à chaque fois. Et lui va pouvoir instruire sa demande. Voilà. Et donc dans l'instruction, il va pouvoir notamment gérer les avis, gérer les redevances, s'il y en a, visualiser éventuellement ou faire des demandes de documents complémentaires, pouvoir faire des ajouts d'avis. Donc dans ces cas-là, sur une commune et demander à ajouter un avis, il va pouvoir visualiser, donc c'est un document qui va être généré automatiquement, qui va reprendre les éléments de la demande et qui va permettre de faire un envoi de cet avis-là à une commune. Voilà. Et puis surtout, il va pouvoir rentrer dans l'acte. Donc tout ce que l'on a fait auparavant, c'était de décrire notre demande. Maintenant, à cette demande-là, en fait, on va la rédiger. Sauf que la rédaction, le travail est déjà en partie réalisé par l'application. Donc, un acte, ça se constitue, je dirais, d'un ensemble d'éléments qui vont constituer le document, avec l'entête, l'adresse, donc un formalisme qui est lié au document. Et ensuite, en termes de contenu, on va trouver des règlements, des articles et des annexes. Et donc, l'application, sa vocation, c'est d'avancer de travail en fournissant et en proposant les règlements, articles et annexes qui sont les plus logiques au regard de la demande qui a été faite. Pour ça, on s'appuie sur un système de règles. C'est-à-dire qu'à chaque item de notre demande, quand tout à l'heure j'ai coché des cases, quand j'ai choisi des types de travaux, quand j'ai choisi des natures, quand j'ai choisi des dates, quand j'ai choisi une localisation, tout ça derrière, on met en place un système de règles qui définissent quels sont les articles et règlements qui sont associés à ces saisies qui ont été faites. Voilà. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont proposés dans la partie droite ici,
À gauche, on retrouve toute la bible des règlements et articles, et à droite, on retrouve tout ce qui est lié et tout ce qui a été proposé au regard de la demande qui a été faite et des règles qui existent dans l'application. Donc on peut déjà vérifier si le contenu des règlements, des articles et des annexes nous convient. Voilà, donc on a ici nos listes. Et on peut, si on le souhaite, rajouter des éléments, soit des règlements complémentaires, soit des articles complémentaires, soit du texte libre, voire des images. Voilà. Donc on a fait en sorte que l'instructeur soit guidé dans sa saisie, mais qu'il ne soit pas enfermé dans un document. Alors attention, on a aussi mis en place des règles, notamment par exemple si on prend les règlements, on voit qu'ici c'est un élément qui est verrouillé, ni modifiable, ni supprimable. Et donc on a comme ça une typologie pour chacun de nos règlements ou articles, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on a la possibilité de le modifier ou pas. En l'occurrence, par exemple, sur celui-ci, on a la possibilité de modifier le texte et donc rajouter voilà, de rajouter des éléments. La modification est faite. Si je sauvegarde, cette modification, elle restera dans le document que je vais générer, mais par contre, elle n'est pas modifiée pour tous les autres documents qui utiliseraient ce règlement et elle n'est pas modifiée dans la base du règlement. C'est important. On peut ensuite donc générer l'acte une fois qu'on est satisfait du contenu. On va venir en fait générer un acte qui va reprendre l'ensemble du contenu que l'on a défini et un modèle de document, un modèle d'acte qui est défini en amont. Voilà. Typiquement, on a ici le résultat, c'est-à-dire le document, la forme du document, avec notamment un certain nombre d'éléments qui sont également repris de la base de données, comme la localisation, comme notamment qui est en charge, quel est le service qui est en charge de son instruction, éventuellement ses coordonnées, quel est le permissionnaire, le pétitionnaire, quand ils sont différents l'un et de l'autre. Et puis ensuite, on va retrouver nos éléments ici, donc nos éléments de règlement, nos éléments d'articles, et potentiellement, s'il y avait des annexes, les annexes qui sont associées. Voilà. Donc on voit, c'est vraiment le cœur ici du système, l'outil qui va permettre à l'instructeur de prévisualiser, de compléter le contenu et de générer son document. Voilà. Ensuite, une fois que le document est généré, donc on sauvegarde ce que l'on a fait, on va ici pouvoir passer à l'étape suivante sur cet arrêté. Donc, tout simplement, hop, alors ici je vais rédiger, ok, tac, et si je reviens ici, donc sur mon arrêté, en attente d'avis. Ok, donc pour l'instant je ne peux pas le valider tant que je n'ai pas généré mon avis, et la réponse, voilà, elle va être ici, ou alors je le supprime. Alors je peux consulter, donc vous voyez l'avis qui est en accession, voilà. On va, hop, excusez-moi, pouvoir faire la même chose en revenant ici sur ma demande, cette fois-ci avec les permissions. On va pouvoir affecter ma permission, et cette fois-ci, par exemple, c'est le plateau, c'est le centre d'exploitation Nord qui va s'en charger. Je vais pouvoir l'instruire, et une fois de la même manière qu'on aura instruit et rédigé, donc c'est exactement la même démarche, c'est exactement le même fonctionnement, simplement ici, cette fois-ci, sur la permission de voirie. Donc on va pouvoir le générer. Et une fois qu'on aura généré notre acte, on va pouvoir le valider. Donc il y a tout un processus aussi d'étapes. Donc on a vu les étapes d'affectation, on a vu les étapes de génération. Donc maintenant, on a généré un acte. Cet acte-là, on considère qu'il est correct. Donc on va le rentrer, on va le valider et il va rentrer dans un processus ensuite de signature. Donc c'est là où on doit travailler notamment que le valider du validé à la signature, c'est là où il va rentrer dans un processus de signature électronique, de parapheur, et qui va être transmis à différents signataires qui vont ensuite le valider. Et on va
dans le cas d'une signature électronique, associer cette signature électronique à ces étapes-là. Dans le cadre où il n'y a pas de signature électronique pour les départements ou les collectivités locales qui n'ont pas de signature électronique, il reviendra cette fois-ci signé, je dirais sous sa forme papier, avec la possibilité de le numériser et de l'ajouter dans les documents complémentaires. Et puis il faudra dans le système indiquer qu'il a bien été signé. Voilà. Et notamment, on va indiquer par quel signataire il a été signé en l'occurrence. Voilà. Voilà. Donc là, le document, cette permission de voirie, elle a été signée. On voit que maintenant, elle n'est plus modifiable. Donc c'est pareil, à chaque étape, il y a des possibilités de modifier ou pas. De la même manière que notre demande, on peut la modifier tant qu'on n'a pas d'acte qui soit signé. Quand un acte est signé, la demande n'est plus modifiable. Voilà. On peut la consulter, mais on ne peut plus la modifier. Donc voilà. En 5 minutes, je vais essayer en 5 minutes de présenter la partie administration pour illustrer ce qui a été vu. Alors, encore une fois, c'est une présentation sur un délai court. Bien entendu, on restera à votre disposition avec toutes nos équipes, vos contacts habituels pour une présentation plus large et plus globale du produit. L'outil d'administration, c'est également un outil web. Bien sûr, il est réservé à des profils particuliers, un profil d'administrateur. Il va permettre de gérer notamment un certain nombre d'éléments. On a vu qu'il y avait des règlements, des articles et des annexes. Donc, bien sûr, il faut alimenter cette base de données de règlements, d'articles et d'annexes. Et donc, en fait, c'est dans cet outil d'administration qu'on va pouvoir les visualiser. Donc, vous voyez, on en a un certain nombre. Et si on prend, par exemple, celui-ci, on a à la fois son numéro d'ordre, c'est pour pouvoir le retrouver. On a éventuellement un nom ou une référence qui va nous permettre de typer les règlements, les articles, les annexes. On a bien sûr le texte, ici. Un texte est constitué à la fois d'éléments de texte que vous saisissez, mais également des éléments qu'on peut appeler qui sont des champs dynamiques, qui vont aller puiser dans la base de données pour se remplir. Et donc voilà, un texte est constitué de descriptifs et de champs dynamiques. Et on va indiquer pour ce règlement à quoi il est rattaché, à quel type d'acte il va être rattaché, quelles sont les règles qui vont exister dessus. Et donc c'est vraiment ici qu'on va pouvoir, je dirais, faire en sorte de donner de l'intelligence à ces textes-là et de faire en sorte qu'ils réagissent et qu'ils interagissent avec la demande. Donc typiquement, par défaut, on va dire que ce règlement-là, il est affecté à tous les actes de type arrêté permanent. On n'a pas fixé plus de règles que ça sur celui-ci. Si on en prend un autre, on va en chercher un notamment qui aurait une règle. Alors peut-être dans les articles. Bon, c'est pas grave. Alors, on revient sur celui-là. Ici, on voit qu'il a affecté ce règlement-là aux permissions de voirie et aux arrêtés temporaires. On va en plus lui dire qu'il est lié à une règle qui est la règle des accords techniques aériens. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'appliquera que lorsque la demande concernera des accords techniques aériens. Donc c'est une typologie particulière de demande. Voilà. Et dans ces cas-là, j'ai fait une petite erreur, et puis ici un arrêté temporaire. Voilà. Je le remets dans l'état où c'était. Je mets à jour, et on voit qu'il est verrouillable. Donc c'est ça, en fait, là où on le déclare comme verrouillé ou non verrouillé. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être supprimé des actes qui répondront aux règles, notamment d'accords techniques aériens. Voilà. Je mets à jour. Donc cette notion de règle, elle est valable pour les articles, pour les règlements, pour les annexes également, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'une annexe soit affectée. On l'a vu tout à l'heure, hein, le document a été proposé automatiquement. Et puis, voilà. Et donc, ces notions de règles, on va rapidement les visualiser, elles sont ici. Et une règle, en fait, elle répond à un certain nombre d'éléments. Donc, cette règle-là, qui est celle des accords techniques aériens, elle répond à la nature de la demande, entreprendre des travaux. Donc, quand le demandeur va saisir entreprendre des travaux, elle pourra être proposée. Mais en plus de ça, elle répondra également aux contraintes de type de réseau et de nature de travaux. Voilà. Donc, si un demandeur fait un entreprendre des travaux, mais qui ne correspond pas à cette nature de travaux ou à ce type de réseau, la règle ne s'appliquera pas. Elle ne s'appliquera que dans ces cas-là. Voilà. Donc, tout le système repose sur cette logique de règle qui va permettre d'alléger le travail de l'instructeur, puisque
Par principe, l'ensemble ou la majorité des règlements et articles vont lui être proposés. Et il aura lui juste à adapter éventuellement ce qui lui est proposé à la marge en fonction de cas spécifiques qui n'auraient pas été prévus par les règles. Voilà. On gère aussi côté administration les modèles d'actes. Alors pour faire simple, les modèles que vous avez vus sont des modèles qui sont générés sous un outil complémentaire qui s'appelle Jasper Report, qui est déjà beaucoup déployé dans le cadre de nos applications et chez nos clients. Donc on pourra en rediscuter. Mais pour faire simple, c'est un modèle de c'est un générateur de modèles que l'on va ensuite fusionner avec nos données. Voilà. Donc vous avez une interface beaucoup plus conviviale pour générer des fichiers un peu de type, enfin voilà, qui ressemble à une interface Word pour construire un document de type Word. Vous allez pouvoir générer du PDF, mais également potentiellement d'autres formats de sortie qui sont possibles. On va gérer dans l'application les redevances, et donc vous voyez qu'une redevance, en fait, on la décrit et on l'affecte également, et vous voyez que la notion de règle s'applique également aux redevances. Donc on dit également dans quel contexte une redevance doit être utilisée, et à quel type d'acte ou à quel type de travaux elle est affectée. On va gérer également des contacts potentiellement, voilà, et puis pour les redevances, des taux d'actualisation. On a ajouté une notion de métavariables qui sont en fait des données qui ne sont pas des données qui sont liées au demandeur, mais qui peuvent être saisies notamment par l'administrateur. Ça peut être par exemple les coordonnées et le nom du préfet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, bien sûr, n'est pas saisi par le demandeur, mais qui fait partie d'un certain nombre d'actes, mais qui en même temps peut aussi évoluer dans le temps, puisque forcément les postes de préfet sont amenés à évoluer. Voilà. Donc il y a tout un ensemble comme ça d'éléments qu'on peut gérer. En fait, c'est des champs dynamiques, mais qui sont liés à la collectivité et pas à la demande. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai fini sur cette partie présentation.